Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver sur la première télévision panafricaine Africable Télévision et bienvenue à votre magazine économique Eco Hebdo. La 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a désigné Alassane Ouattara, président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La conférence a maintenu à la tête de la commission le Sénégalais Hadjibou Soumaré. Alassane Ouattara, qui succède à son homologue béninois Boni Yayi, a placé son mandat sous le signe de l'accélération de la croissance, actuellement estimée à 6%. D'une zone à l'autre, on passe à la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale, où le pétrole représente aujourd'hui environ 70% des exportations et plus d'un tiers des recettes budgétaires de la zone. Or, les prix de l'or noir continuent de baisser et s'approchent dangereusement de la barre des $30 le baril. Voilà pourquoi les pays de la zone économique doivent accélérer leur diversification. C'est le conseil, en tout cas donné par le FMI, qui fait constater que la croissance a décroché de 2,5 points en 2015. Au terme de son dernier comité de pilotage monétaire de l'année, la Banque centrale commune aux 6 États d'Afrique centrale a établi la croissance de la zone à 2,4% du PIB. Dans le prolongement de la COP21, les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger adoptent un plan d'investissement stratégique d'un montant de 1556 milliards de francs CFA pour mener quelques 246 actions prioritaires pour la mise en valeur des ressources du bassin du fleuve pour la période 2015-2025. C'est l'ex-première ministre du Mali, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, qui a été désignée au titre d'ambassadrice de l'ABN pour conduire cette feuille de route axée sur les questions liées à la gestion intégrée de l'eau du bassin afin d'évaluer les risques et les besoins d'investissement prioritaires. Cette semaine, nous recevons comme invité Dr Abou Draman Coulibaly, ancien chercheur. Bonsoir, Dr Coulibaly. Bonsoir, M. Diakité. Deuxième invité sur ce plateau pour décrypter l'actualité économique africaine, lui c'est Cheikh Oumar Soumano, il est donc le manager général du Club Entrepreneuriat Mali SEMA. Bonsoir M. Soumano. Bonsoir Assori. Merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant de venir analyser et décrypter ensemble ces informations financières et économiques. Alors, nous allons sans plus tarder essayer de développer les sujets que nous avons pour cette semaine. Nous allons notamment parler de cette implantation nouvelle, sinon imminente, du groupe, du leader américain des réseaux sociaux, je vais parler de Facebook, qui a donc décidé de s'implanter en Afrique, et plus précisément à Johannesburg, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que cela vous inspire, Dr Abou Draman Coulibaly? C'est une très bonne nouvelle pour le continent africain. Cela montre que l'Afrique fait partie intégrante du commerce international. C'est important de le dire. Si vous prenez l'histoire de Facebook, Facebook qui est né quasiment en février 2004 aux États-Unis, qui était un start-up, une entreprise quasiment virtuelle. Et 15 années après, je dirais 10 années après, si nous faisons des comptes par rapport à 2015, cette entreprise qui est devenue un véritable géant international, capitalisée à près de 12 milliards de dollars, dont la dernière introduction en bourse à New York montre évidemment que il suffit seulement de croire. Lorsqu'on croit, tout est possible. Absolument, il suffit de croire. Voilà. Et Soumano, vous qui êtes entrepreneur dans le sang, alors dites-nous, quelles peuvent être les retombées en termes de création d'emplois pour le continent africain? Mais tu sais, moi ce que je veux te dire, déjà c'est une plateforme très privilégiée pour la création d'entreprises à coût zéro. Ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, et il a parlé de start-up. Mais moi, je dirais qu'il y a des jeunes qui ont émergé, qui ont fait connaître leur entreprise, qui ont donné une grande visibilité à leur entreprise, étant seulement sur Facebook. Donc, on a vu par ailleurs souvent qu'il y avait des gens qui créaient des entreprises, les documents juridiques étaient avec eux, mais en fait, le bureau, c'était dans leur véhicule, etc. Mais Facebook a permis véritablement de consacrer ce type de société, mais qui, en foi, n'est pas illégal, je dirais. Donc, déjà, c'est une plateforme privilégiée pour la création à coût zéro des entreprises pour les jeunes. Au-delà de cela, c'est également un créneau pour véritablement faire du marketing intensif.
Aujourd'hui, si vous regardez, enfin, chaque fois que j'y vais sur ma page, je vois qu'il y a des produits, des services qui me sont proposés, hein, et avec vraiment beaucoup plus d'attractivité concernant des promotions qu'ils font. Et donc, je pense que là, c'est assez important. Et sur le plan politique, le marketing politique aujourd'hui, vous savez que la plupart des hommes politiques font animer leur page Facebook par des jeunes qui sont doués en la matière. C'est ça aussi l'aspect assez novateur de la chose. Mais au-delà de tout, c'est aussi une plateforme pour recruter. Pour l'aspect emploi, c'est le recrutement parce que par notre page Club Entrepreneur Mali, nous recevons des projets, des gens qui nous envoient des idées de projets. Il y a également des CV, hein, des jeunes, par exemple, qui sont en désespoir de cause et mettent sur notre page. Et nous également, nous sommes aussi souvent, je dirais, contactés par des recruteurs. Parce que lorsqu'ils vont sur la page, ils voient ce qu'on fait. Ils voient, par exemple, c'est un club qui veut mettre en place un Business Angels. C'est un club qui est en train de donner de l'espoir aux jeunes. Donc, ils peuvent nous demander des profils. Et en général, nous sommes dans notre... Moi, si je prends l'exemple, ma page, je suis à plus de 5000 jeunes, par exemple. Donc, il suffit juste de faire de l'annonce et tu as ton inbox qui est rempli de CV. Donc, mais ce qui est important, comme il a dit, je pense qu'il faut déjà saluer le fait que l'initiative. Je pense que ça a un peu trop tardé. Je pensais que déjà, je ne sais pas combien d'heures. Voilà. Je sais pas combien d'heures. Mais mieux vaut tard que jamais, Soumano. Oui. Voilà. Mais pour ce qui concerne les retombées économiques, docteur Aboudraman, nous savons le leader il pouvait rester aux États-Unis, en Europe, et continuer. Le taux de pénétration est incommensurable, c'est extraordinaire. Mais ils ont décidé quand même d'être présents en Afrique. Quelles peuvent être les retombées économiques directes sur le continent? Non, les retombées sont tout à fait connues. Comme je vous ai tout à l'heure expliqué, nous sommes passés aujourd'hui de l'économie numérique, l'économie virtuelle à une économie plus matérialisée aujourd'hui. Et c'est important de le notifier. La présence de Facebook sur le continent africain permettra de réduire la fracture numérique. C'est très important. Ça serait un canal d'intégration. Ça serait notamment une passerelle permettant au continent africain de pouvoir mieux se vendre à l'étranger. Et en termes notamment d'impact, la Banque mondiale avait également montré par un rapport publié en 2012 de l'impact des anticorps, notamment sur les PIB des différents pays africains. Aujourd'hui, l'Afrique, si vous remarquez bien, c'est près de 1 milliard d'habitants, plus de 1 milliard 200 millions d'habitants. On a près de 600 millions qui sont connectés avec les téléphones portables. Et cela montre l'impact des anticorps aujourd'hui, avec tout ce que vous imaginez, par rapport au Orange Money, les transferts par le net, le e-business, le e-government. Donc tout cela sont des applications. Avec Facebook, cela va permettre alors aux États de pouvoir mieux se vendre. Certes réel, mais Soumano, il y a un fait quand même qui marque. Ils ont décidé quand même de faire confiance à une Africaine, une Sud-Africaine. Son nom, Nchingila Nzenge. Donc, c'est quand même une nouvelle donne en matière d'approche managériale et en matière de vision stratégique, même planifiée. Oui. Ils auraient pu faire venir un autre cadre, n'est-ce pas, du siège, comme on le voit très généralement avec les multinationales et tout, mais ils ont décidé de faire confiance à l'Afrique, en nommant une Africaine. Et surtout, ce qui est important, parce que ça met en place, ça donne du contenu au leadership féminin. Absolument. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a à la mode aujourd'hui l'émancipation des femmes. C'est un clin d'œil à l'autonomisation des femmes. Voilà, économique surtout, autonomisation économique. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de femmes créatrices d'entreprises maintenant, parce que c'est vraiment... Mais est-ce que c'est le cas présentement au Mali, par exemple? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. C'est même pas le Mali, c'est l'Afrique. Hein. Et même, je vous dirais, certains pays africains sont confrontés à ça. Imaginez, nous, à notre niveau, ce qu'on a répertorié comme difficulté qui font que les femmes ne créent pas d'entreprise, c'est le poids de la tradition. Déjà, ça, c'est nous-mêmes les hommes. On ne souhaiterait pas que nos femmes soient des business opérateurs, etc., opératrices, qu'elles puissent sortir, aller faire des business, rester laisser leur famille pendant 2 ou 3 semaines. En fait, généralement, les hommes ne sont pas d'accord avec ça. Donc, il y a ce poids de la tradition, etc. Ensuite, il a dit, le leadership très poussé des hommes sur le terrain entrepreneurial en général en Afrique, tous les mastodontes sont portés par des hommes. Les femmes ont une part très minime. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire des merveilles. Sauf qu'elles sont beaucoup plus dans l'informel. Elles sont dans l'informel. Il faudrait assurer la transition vers des entreprises plus structurées. Il y a plus des activités génératrices de revenus dans lesquelles elles évoluent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on aille vers ça. Imaginez les teintures, on est en période de fête.
tous les bazars aujourd'hui, c'est qui? C'est les femmes. Et c'est les femmes qui le font sans crédit. Hein. Et donc, il faudrait aussi mettre en place un dispositif pour permettre à ces braves femmes d'accéder à des crédits pour pouvoir véritablement faire l'expansion de leur entreprise. Moi, je pense que peut-être le Facebook sera un moyen pour ces femmes-là de pouvoir accéder au cercle très réduit de business angels, parce qu'il y a beaucoup de mais parlant de ces difficultés, Soumano, je te rejoins carrément. Il y a pas très longtemps, je discutais, comme vous avez pris l'exemple sur les teinturières, j'ai discuté avec une teinturière, une malienne, Madame Guité Salimata Diarra, qui disait qu'il y avait quand même des problèmes en ce qui concerne l'acquisition, sinon l'accès, n'est-ce pas, au financement des institutions bancaires. Est-ce que cela ne doit pas nous interpeller et nous dire qu'il faut vraiment assouplir, sinon rendre le mécanisme beaucoup plus souple pour permettre à ces dames d'accéder au crédit? Oui, parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, l'offre financière, par rapport à l'accompagnement des femmes n'est pas adaptée. On leur demande de faire des plans d'affaires. En général, c'est les femmes, nos braves femmes entrepreneurs n'ont pas une grande qualification qui leur permet de faire des plans d'affaires. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller évaluer. Il faut que la banque fasse des efforts pour les permettre véritablement, elle-même, la banque, de comprendre l'activité et de se dire que ce n'est pas forcément lié à un plan d'affaires. On peut même faire une espèce d'évaluation. Et CEMA Mali peut éventuellement s'engager à faire des plans d'affaires pour... les deux concours... Non, j'aimerais bien que vous me répondiez sur cette question. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Nous, on a déjà fait on a apporté notre pierre à l'édifice. Les deux concours qu'on a organisés au niveau universitaire, c'est une dame qui a rapporté. Nous, on leur a fait un soutien en tant que club. Et récemment, le concours coup de main entre les jeunes du Mali, c'est une ressortissante de Tombouctou qui a rapporté, qui a eu son financement. Donc, c'est pour vous dire que c'est des créneaux aujourd'hui. Très bien, je vous l'accorde, Soumano. Mais il y a quand même un aspect qui a attiré mon attention. Oui. Quand nous regardons un peu la cartographie de l'implantation de Facebook en Afrique, ils ont ciblé des pays. Et je vais vous citer ces pays où vous verrez, il y a le Kenya, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tanzanie, le Rwanda. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la morphologie de cette implantation? Déjà, je vois qu'il y a une primauté, il y a beaucoup plus de pays anglophones, ça c'est ça qui va de soi. Le pays de l'Est? Oui, les pays de l'Est. Et d'ailleurs, dans tous ces pays, l'entrepreneuriat est très poussé. Ça veut dire que les startups sont beaucoup plus développées dans ces zones-là? Exactement, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, au Kenya, au Botswana, par exemple, aujourd'hui, Botswana passe au regard de Doing Business comme un pays modèle en termes de création d'entreprises à moindre coût et à délai réduit. Déjà le Botswana. Et si vous prenez l'Afrique du Sud, n'eût été récemment qu'elle a été détrônée par le Nigeria. Qu'est-ce qui explique cette disparité-là? Alors, déjà, on a comme l'impression que les pays anglophones, en général des pays de l'Est, ont une longueur d'avance en matière de développement que nous, et surtout en matière d'informatique, et tout ce qui est numérique, etc. Et ça se fait parce que, il y a beaucoup d'initiatives novatrices qui se font à ce niveau-là. Il y a des concours d'innovation qui se font. Et cette année, il y a la journée africaine de l'entrepreneuriat qui se tiendra au Kenya, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique assez affichée. Et il y a les hommes d'affaires qui promeut véritablement l'entrepreneuriat. Donc, ils encouragent cela. Et c'est pour cela, moi, j'aurais bien voulu que ça se fasse au Mali, chez nous, ou bien que ça se fasse dans un pays, je dirais... Mais est-ce qu'il n'y a pas véritablement, Soumano, un problème? Je vais plutôt adresser cette question au Dr Koulibaly, qui est ancien chercheur à l'Université de Bamako. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'il y a un problème criard en termes d'adéquation? Parce que l'inadéquation entre l'emploi et la formation, aujourd'hui, est palpable. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il faille aller vers des mécanismes ou un système éducatif qui va intégrer véritablement des données nouvelles qui vont encourager les jeunes à aller vers la création d'entreprises? Oui, évidemment, c'est tout à fait normal. Parce que tout part des ressources humaines. Déjà, dans les années 90, déjà en Afrique, on avait connu une crise de l'université. Et c'est la réponse à cette crise qui a mené à la mise en place des systèmes LMD, licence master doctorat, qui est une formation orientée vers des objectifs bien précis. Aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de pays africains, il y a véritablement un déphasage entre l'offre de formation et la réalité dans les entreprises. Et cela est tout à fait important. Et je pense que le gouvernement a intégré cela pour pouvoir orienter les gens vers la professionnalisation, notamment des filières. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez les licences professionnelles dans les universités. À l'époque, on avait des licences quasiment des DUG et des licences. Bon, aujourd'hui, vous avez les licences professionnelles. Et je pense que c'est un encouragement. Mais il est important de comprendre en réalité que c'est une transition. Et cette transition doit pouvoir être accompagnée par la politique publique en Afrique. C'est important de le dire. Et nous, au niveau du SERPA, notre mission, c'est de pouvoir accompagner les États pour la mise en place des politiques publiques en matière d'emploi jeune.
pour la mise en place des politiques publiques en matière de développement. Et cela est très important. Et je pense qu'évidemment que c'est un ensemble d'éléments qui sont en synergie. Si nous voulons booster la croissance avec une croissance qui soit inclusive dans les pays africains, il est important que toutes ces politiques publiques puissent avoir une orientation tout à fait. Alors, nous savons que c'est quand même un domaine, je dirais, transversal. Soumano, vous qui maîtrisez bien les arcanes de la pêche, dites-nous, en réalité, est-ce que la pêche aujourd'hui a une politique qui est vraiment, véritablement tournée vers la création d'emplois? Est-ce qu'aujourd'hui, ces données sont adaptées à l'heure du temps? Ça, c'est une très bonne question. Je dirais la pêche a fait beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, on sort d'une crise multiforme. Et aujourd'hui, le profil du demandeur d'emploi a changé. Parce qu'il est question aujourd'hui, avec la réconciliation, de trouver de l'emploi aux jeunes qui ont été enrôlés par les djihadistes et qui ont été enrôlés à un moment donné par des groupes armés. Ils reviennent dans la grande maison du Mali, mais qu'est-ce qu'on leur offre comme proposition? Donc, et la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui au niveau gouvernemental, je dirais, elle est un peu caduque. Et elle peut véritablement servir si on la revoit. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça prend fin en fin 2015. Il va falloir très rapidement que les autorités puissent plancher sur l'adaptation de cette politique en organisant, je dirais, des concertations régionales et locales. Parce que l'emploi, comme l'a dit, appuyer les États à de l'emploi, on ne peut pas faire une politique pour l'ensemble du pays. Non. Chaque solution est locale. Il faudrait que les acteurs locaux soient impliqués et qu'on aille chercher des solutions avec les acteurs locaux en impliquant les jeunes eux-mêmes. Parce que si les jeunes savent, par exemple, si je prends un jeune de Ségou, les réalités économiques et les opportunités à Ségou sont différentes des réalités des jeunes de Bamako et des opportunités qui sont à Bamako. Il y a des créneaux aujourd'hui à Ségou qui sont porteurs, mais qui ne le sont pas à Bamako. Si on prend l'agriculture, il y a beaucoup de terres arables. Il suffit seulement d'aménager, de faciliter l'accès des jeunes à ces terres-là et de leur donner les moyens de production. Et si on veut faire la même politique à Bamako, vous allez voir qu'il y a un déphasage. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il va falloir véritablement qu'on adapte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont faites au niveau de la pêche. Bon, il y a les programmes phares, notamment, je dirais, le programme de stage de formation professionnelle. C'est bien, ça permet de prendre jusqu'à 5000 jeunes, mais il faudrait plutôt mettre l'accent sur leur insertion. Parce que s'il faut prendre 5000 jeunes, et après, le stage, il retourne à la maison. Vous voyez que les gens ont comme l'impression que la pêche ne fait rien. Mais par contre, c'est déjà bien. Parce que même pour avoir un stage, c'est extrêmement compliqué, surtout un stage rémunéré. Et là, cela m'amène à vous poser une question qui d'ailleurs, est très pertinente à l'heure où je vous parle. Parce que nous avons formé toute une panoplie de jeunes, je ne dirais pas formés, des jeunes qui ont suivi des stages, mais qui en réalité, comme tu l'as dit, reviennent après à la maison. Est-ce que nous sommes en train de résorber le chômage avec une telle dynamique? Alors, ils sont certes formés, mais ils n'ont pas d'emploi. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est... On les intéresse un temps soit peu, mais après ils reviennent. Oui, maintenant ce qui est important par rapport à cela, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'emploi, mais ils ont été renforcés sur le plan capacité. Parce que c'est ce qui est important. Je vais vous dire une chose. Souvent, les gens font... Et quels sont les impacts de cela? Je prends un exemple. L'emploi, c'est la compétence qu'on recherche, c'est le savoir-faire, le savoir-être. En général, les jeunes n'ont même pas le savoir. Ils ont mal appris ce qu'ils ont fait à l'école. Donc, ajouter à cela, ils n'ont pas le savoir-faire parce qu'ils n'ont jamais appliqué ce qu'ils ont appris à l'école. Et ce stage leur permet d'aller dans un créneau qui n'est pas forcément le leur et qui peut leur assurer, par exemple, la reconversion. Moi, j'ai vu un jeune qui était juriste de formation, mais qui a été mis au compte de l'AMAP, agence malienne, mais qui s'est, pendant le stage, mais véritablement, il est devenu un véritable chroniqueur. Et l'avantage qu'il avait, parce qu'en étant journaliste, il faut savoir bien écrire le français. Au moins, le fait d'avoir fait droit et d'avoir bien lu pendant tout son cursus lui a permis de pouvoir se réadapter et de se reconvertir et devenir un bon journaliste. Et aujourd'hui, lorsque son stage est fini, et que lorsqu'il est venu remercier ses patrons, il lui a dit non, il reste, on va trouver les moyens pour que tu sois là. Et je peux vous dire qu'il a pu avoir un emploi. Donc c'est des cas isolés, mais ça dépend de la personne. Mais il faudrait que l'opportunité lui soit offerte. Et aujourd'hui, les politiques mises en œuvre par l'État, notamment l'APEL précisément, c'est l'offre d'opportunités aux jeunes. Mais il faut que les jeunes transforment cette opportunité en emploi. Parce que s'ils ne voient que l'aspect pécuniaire, en voyant, bon voilà, j'ai 43 000 francs par mois, je ne vois que ça, sans se dire je dois me former, je dois me reconvertir, c'est là où le bas blesse. Et l'État ne peut pas penser à la place de tout le monde. L'État peut seulement offrir des opportunités, quitte maintenant aux jeunes qui sont les bénéficiaires des opportunités-là, de les transformer véritablement en emploi concret. Et il en est de même également pour les entreprises, la création d'entreprises. Maintenant, moi,
incite beaucoup de jeunes à aller vers la création d'entreprises. Parce qu'imagine, il y a 180 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi au Mali. Dans tous les pays africains, quand on prend les pays qui sont frontaliers avec le Mali, c'est entre 150 000 et 200 000. Et le taux d'insertion dans ces pays n'atteint pas les 5%. Donc, et par contre, si vous regardez le profil de ces jeunes, il y a au moins une bonne bagatelle qui pourrait être des entrepreneurs. Donc je dis bien pourrait. Il suffit que l'État fasse un coup de pouce, que l'État les accompagne et que l'État puisse véritablement innover les politiques d'insertion. Parce que les politiques d'insertion datent d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans, il n'y a aucun changement. Vous allez voir que c'est les mêmes choses dans tous ces pays-là. Mais il faut qu'on innove. C'est l'innovation qui permet véritablement d'aller vers cela. Et pour cela, il faut qu'il y ait des créneaux d'échange, que l'État instaure cela, que les jeunes donnent leur vision. Parce que, comme on dit, si on fait quelque chose derrière quelqu'un, on a fait contrôler. Absolument. Alors, docteur Koulibaly, qu'est-ce que nous devons véritablement faire aujourd'hui pour épouser le modèle existant, c'est-à-dire les exigences de l'heure? Je parle du système éducatif. Vous qui êtes du secteur. Non, il faut, on l'a dit, c'est-à-dire que les problèmes sont connus. Les états généraux sur l'enseignement supérieur, les états généraux sur l'éducation. Il y a eu le Forum national sur l'éducation. Est-ce que ces résultats ont été mis en œuvre? Les premiers états généraux ont lieu sur le continent africain dans les années 70. Les deuxièmes états généraux ont démarré dans les années 90 après les crises universitaires. Et les derniers qui datent aujourd'hui sont récents, depuis les années 2000. Les problèmes sont connus. Les problèmes sont connus. Donc en réalité, il faut des décisions politiques, il faut des décisions courageuses. C'est très important. Qui peinent à venir. Les décisions courageuses, c'est tout un ensemble de mécanismes. D'abord, il faut revoir la politique monétaire au niveau de la Banque centrale. Il faut que le taux d'intérêt directeur qui existe entre la Banque centrale et les banques commerciales, on puisse les revoir. Pour amener les banques commerciales à accompagner les entrepreneurs, c'est très important. Parce que tant que le taux d'intérêt directeur au niveau de la Banque centrale sera élevé, les taux d'intérêt commerciaux au niveau des banques commerciales seront toujours élevés. Il faut que l'État joue son rôle. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. On a un État qui est régulateur, mais il arrive par le moment où la Maison-Blanche demande à la Fed de revoir le taux d'intérêt directeur à la baisse. Et c'est très important d'intégrer cela. Et je pense que dans nos différents pays, il faut vraiment que l'État joue son rôle. Il faut des décisions politiques et courageuses pour que nous puissions sortir de l'engrenage du chômage. Dernier sujet, Dr Aboudraman Koulibaly. Nous allons parler de la Grèce, de la crise économique qui ébranle quand même ce pays. Il est désormais évident qu'avec l'injection, n'est-ce pas, de ces fonds dits fonds de sauvetage, aussi bien de la BCE, la Banque centrale européenne, que du Fonds monétaire international, n'ont pas pu porter un résultat probant. La Grèce est toujours plongée dans la crise. La question grecque est une question tout à fait difficile. Il faut d'abord connaître les racines du mal. La Grèce est un pays qui a quelques kilomètres des côtes égyptiennes, et c'est important de le dire, qui appartient de l'Asie, la Turquie, et également Chypre, l'Israël et également l'Europe. Donc c'est quasiment le berceau notamment de la civilisation occidentale, c'est important de le dire. La Grèce a connu plusieurs réformes politiques et également des réformes économiques. L'élément catalysateur date de 2004, les Jeux d'Athènes, les Jeux Olympiques de 2004, où la Grèce va investir d'énormes sommes d'argent qui vont emprunter sur le marché. Les investissements qui avaient été prévus, c'était 4,6 milliards de dollars qui avaient été prévus en réalité, mais par la suite, on va faire un gap budgétaire pour arriver à 11 milliards. Et les experts nous disent que le coût de cette opération a été de 20 milliards. Donc la Grèce va emprunter sur le marché pour pouvoir refinancer cela. Donc déjà en 2002, si vous prenez le stock de la dette en Grèce, c'était déjà 4,2% du PIB. En 2004, c'était à 7,8%. Et aujourd'hui, ce que la Grèce connaît aujourd'hui n'est que la conséquence, évidemment, inévitable de toutes ces politiques publiques qui n'ont pas marché en Grèce. Ce que l'Afrique doit retenir, notamment de la crise grecque, il y a 2 leçons à retenir. Il faut absolument que nous revoyions nos modèles d'intégration économique. Parce que le modèle d'intégration africaine a été fortement calculé, élaboré à partir du modèle d'intégration européenne. On voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de solidarité. Les Grecs sont face à leur propre destin. Il faut revoir cela. Deuxième leçon que les pays africains doivent retenir, notamment de cette question grecque, c'est de pouvoir renforcer les capacités des gouvernements africains de la négociation du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, l'Afrique est sous privatisation depuis pratiquement 20 ans, depuis 1991, la plupart des pays africains. La Grèce ne connaît que quelques mois d'ajustement structurel. Vous voyez déjà la révolte des peuples grecs. Et cela montre que les peuples africains ont souffert le martyre pendant des années. Et l'important aujourd'hui que nous revoyons notre modèle de coopération, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Il faut que nous évitons le dictat des institutions internationales de Washington. Absolument, révisiter un peu les accords. Absolument, il faut revoir cela. Mais y a-t-il d'autres issues aujourd'hui en dehors de cette restructuration profonde de l'économie grecque, sachant bien que en allant vers cette restructuration profonde, il y a des pays comme l'Allemagne ou comme la France qui ont quand même injecté des ressources assez considérables dans ce pays-là qui vont être mises en mal. Oui, en fait, c'est une question de justice sociale. Est-ce qu'un contribuable allemand
un contribuable français va-t-il accepter de payer pour les erreurs qu'un contribuable grec a fait? C'est d'abord ça la question que vous avez posée. Deuxième élément qu'il faut voir, est-ce que l'Allemagne, aujourd'hui, qui est la nation pionnière, première économie européenne aujourd'hui, va-t-elle accepter qu'aujourd'hui la crise grecque puisse avoir les effets de contagion dans les autres pays européens? Ce qu'il faut d'ailleurs rappeler, c'est que l'Allemagne est un modèle vraiment évidemment, en termes de bonne gouvernance. C'est un modèle, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la question grecque aujourd'hui divise l'Europe. Aujourd'hui, vous avez les deux blocs qui s'opposent. Vous avez notamment l'aile gauche, incarnée par le Parti socialiste, soutenu par la France, qui soutient également le gouvernement actuellement qui est en fonction en Grèce. Et vous avez l'Allemagne qui incarne normalement l'aile droite. La droite allemande aujourd'hui qui incarne également les républicains. Comme étant partisan de l'austérité budgétaire. Alors, voilà. Et une dernière question avant de clore cette émission. Elle est adressée à Soumano, Dr Coulibaly. Soumano, avec cette crise que nous voyons en Grèce, quels peuvent être les impacts immédiats sur l'emploi jeune? C'est déjà la perte d'emploi. Et moi, je l'ai dit, cette crise véritablement va affecter les entreprises qui seront appelées à mettre les clés sur le paillasson. Et en le faisant, certes, il y a des emplois il y aura des pertes d'emplois. Et il a dit quelque chose, je pense que le fait de prendre comme modèle l'Union européenne comme étant archétype véritablement et sur lequel il faudrait, on a bâti nos modèles d'intégration économique. Moi, je pense que c'est pas exactement ça. De mon point de vue, je me suis dit que le problème que nous avons connu au départ, c'est que l'Union européenne est en train de connaître. Parce que imaginez, ils ont nivelé au départ l'ensemble des niveaux, les économies de tous ces pays-là avant qu'ils intègrent. C'est important. Mais dans le cas de l'UMOA, c'est qu'on a pris des États sans niveler les économies. Par exemple, vous allez voir qu'il y a un État qui a 40% du PIB, pendant que l'autre là est déficitaire. Donc, aujourd'hui, nous, on a pu gérer. Je pense que la solution pourra bien venir de l'Afrique. Et je ne vois pas, ils n'ont pas associé les Africains. C'est bien possible ils approchent les autorités de l'UMOA, on pourra dire, parce que comment eux, ils sont parvenus à le faire. Les mêmes problèmes sont là. C'est des questions de ratio prudentiel. Lorsque les banques, les financeurs, les investisseurs ont décidé que non, il est hors de question que nous vous donnions des délais de rallonge, c'est parce que c'est des ratios prudentiels. L'Afrique aussi peut bel et bien donner des leçons. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Je vous remercie, Dr Abou Draman Coulibaly. Je rappelle que vous êtes ancien chercheur à l'Université de Bamako. Cheikh Oumar Soumano, vous êtes manager général du club entrepreneurial Mali SEMA. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de Echo Hebdo. Chers téléspectateurs, merci également à vous d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour décrypter d'autres actualités économiques africaines. Merci et à très vite.